Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur la RTS. Bienvenue dans le Club des Sports. Avec moi sur ce plateau, Harouna Dème. Harouna, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Elhadj Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. La grande nouvelle, c'est que Elhadj Thierno Dramé a changé de coiffure. Je l'avais annoncé. Papa Alassane Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tout le monde, tout ce qui nous regarde. Tout se passe bien? Très bien, très bien. Super. On va commencer avec le thème sur les Jeux Olympiques. Ça a déjà démarré cet après-midi avec le tournoi de football, mais officiellement, les Jeux Olympiques de Paris seront lancés vendredi à 17h30 GMT. Vous pourrez suivre tout cela sur la RTS avec le magazine que nous vous proposons à l'occasion de ces Olympiades, un magazine qui s'appelle 100% JO, vendredi prise d'antenne à 17h. La remise du drapeau aux athlètes sénégalais devant participer aux Jeux Olympiques a eu lieu cet après-midi à Paris. Combesec et Louis-François Mendy sont les porte-drapeaux du Sénégal dans ces Jeux Olympiques. Harouna Dème, un commentaire déjà sur le choix de Louis-François Mendy et de Combesec comme porte-drapeau du Sénégal. Soit judicieux, c'est les deux meilleures chances du Sénégal d'accrocher, disons-le, une finale, plus particulièrement Louis-François Mendy. C'est eux qui portent en tout cas les gros espoirs de la délégation sénégalaise. Et puis il fallait aussi faire un peu genre les hommes et les femmes qui sont servis. Je pense Parité oblige. Parité oblige, effectivement. Et puis le choix est judicieux quand même. Tierno, quelle est la symbolique d'un porte-drapeau aux Jeux Olympiques? On voit qu'aux États-Unis, c'est LeBron James. En Allemagne, c'est Schröder. On en parlait en off avant le début de cette émission, d'origine africaine. Et là, pour les Sénégalais, on a choisi Combesec et Louis-François Mendy. Oui, c'est comme vous le dites, porte-drapeau. C'est un ambassadeur de fête. C'est quelqu'un qui porte les couleurs du pays devant le monde entier. Parce que la cérémonie de lancement ou d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est quand même l'un des programmes les plus suivis du monde. On est en mondovision, donc tout le monde va voir. Et aujourd'hui, je pense que je l'avais dit il y a quelques semaines, en dehors de Sadio Mané, Louis-François Mendy est peut-être l'athlète sénégalais le plus connu, ou en tout cas celui dont on parle le plus de sportifs sénégalais. Donc c'est très normal. Combé aussi, bon, je pense que là c'est pour respecter un peu le principe de la parité. Ça a été le cas aux Jeux africains. Il y avait deux porte-drapeaux, Fallou Serigne Fallou, Diouf, de l'équipe nationale des U20, et Monique Sagna. Donc c'est une et même lors des derniers JO à Tokyo, il y avait deux porte-drapeaux. Ça se généralise, même les États-Unis. Il y a Coco Gauff qui est à côté de LeBron, la tennisswoman de 20 ans. C'est ça. C'est vraiment très important. C'est un honneur pour eux. Et puis, bon, comme on l'a dit sportivement, c'est peut-être ceux sur qui on peut vraiment espérer mettre une pièce. Donc voilà, c'est très bien. Papa Alassane, la cérémonie de remise du drapeau va lancer la compétition des athlètes. Parce que là, il y aura des discours motivants. Il y avait la ministre des Sports, Khadidienne Gaye, à Paris cet après-midi pour remettre ce drapeau à nos sportifs, à nos ambassadeurs, nos 11 ambassadeurs. Oui, c'est toujours important qu'il y ait une autorité, que ce soit le chef de l'État ou la ministre des Sports, qui soit présent pour galvaniser un peu les troupes. On sait que ce sont des discours qui restent, qui font écho dans la mémoire de nos athlètes, parce qu'ils représentent quand même tout un pays. Et ce n'est pas tout le temps que ça arrive, les Jeux Olympiques. On sait que c'est une fois tous les 4 ans, donc c'est la compétition de leur vie presque à tous les 11 athlètes qui vont représenter le Sénégal lors de ces Jeux Olympiques de Paris. Maintenant, pour revenir sur le choix des porte-drapeaux, moi j'aurais... on dit que Combesec, c'est un des gros espoirs ou une des grosses espérances pour amener des médailles, mais je ne sais pas si elle a plus de chances de ramener une médaille que Salissar. Mais bon, parce qu'elle fait du canoë-kayak, on sait que ce n'est pas forcément
une discipline où les Africains brillent en général, même si elles s'entraînent en France. Mais moi, j'aurais aimé également voir Salissar, parce que tout Non, mais- récente champion Dans ce d'Afrique. cas-là, on mais aurait deux athlètes deux quand même, athlètes. il faut Je pense servir que les c'est- autres disciplines aussi. C'est surtout dans ce souci-là. Oui, Il y a un alors souci là, à la d'équilibre. limite, j'aurais aimé avoir cet argument-là, mais qu'on me dise que qu'elle a des chances Ouais, de mais elle médaille. a plus de chances en fait, pas d'avoir une médaille, mais sportivement, elle a plus de chances d'aller plus loin que Salissar. Ça, c'est la réalité Je du sais pas. sport de haut niveau. Là, on entre dans le vif du Oui, sujet. voilà, bon, non, je sais pas, je peux pas, parce que je sais que dans la discipline de Salissar, la numéro 1 mondiale Triple saut. du triple saut, Yumira Rojas est blessée, c'est elle la championne en titre olympique, c'était la grosse favorite, et là, elle est hors course, donc je pense que Salissar a toutes ses chances. Maintenant, après, oui, je peux comprendre qu'on puisse changer un peu de discipline, mais quand même, c'est l'athlétisme, et c'est deux disciplines dans l'athlétisme, et Salissar, je pense que ça aurait été bien de l'encourager. Ce sont ses premiers Jeux olympiques, même si peut-être que parce qu'en fait, quand on choisit... Elle a 21 ans. Voilà, Salissar. oui, et c'est vrai que quand on choisit le porte-drapeau, c'est le capitaine en fait. C'est comme dans le foot, c'est lui le capitaine de la délégation en ce qui concerne un peu les Jeux olympiques. Donc peut-être que pour l'expérience de Combesek, c'est aussi également pas mauvais de l'avoir choisi. Ouais. On reste dans le vif du sujet. Aruna Dème, quelles sont les chances des athlètes sénégalais dans ces Jeux olympiques? Disons qu'on espère voir des miracles tomber. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans le sport de très haut niveau. Je ne parle même pas du sport de haut niveau. On a parlé tout à l'heure de LeBron James. Les basketteurs américains ne se mobilisent que quand il y a les Jeux olympiques. Les grandes stars du basket. Ils ont une dream team. Bon, c'est Comme vrai que leur d'habitude. préparation a été un peu laborieuse parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais les matchs amicaux Beaucoup de difficultés, sont très ils ont gagné différents. tous leurs matchs. Hein. Ouais, mais ils ont été Ils mis en ont tremblé difficulté face quand au même. Soudan du Sud. Et même en Allemagne, ça a été chaud à un moment donné. Mais je pense que c'est là où on retrouve les meilleurs athlètes, les meilleurs sportifs du monde. Et malheureusement pour nous, on n'a pas des athlètes ou en tout cas des compétiteurs qui sont tous dans le top 10 mondial. Et dans ce genre de compétition, c'est ceux qui sont là justement dans ce top 10-là qui arrivent à faire les meilleures performances. Nos espoirs, on a beaucoup parlé de lui, François Mendy. Je pense que c'est la meilleure chance du Sénégal de se hisser au moins en finale. Il serait peut-être dans ce cas-là déjà une satisfaction pour le Sénégal s'il arrive à se hisser en finale. On a parlé de Combesek qui a quand même un potentiel, qui pratique une discipline où le Sénégal a quand même fait de belles performances ces dernières années. Le canoë-kayak. Le canoë-kayak, où avec Yves Bourris, ils ont quand même pu porter assez haut les couleurs du Sénégal sur le plan international. Je pense qu'il y a des possibilités. Je ne pense pas qu'elle puisse accrocher une médaille olympique, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'athlétisme, c'est lui, François, je pense peut-être que Salissar peut... Tous les deux sont dans le top 15 mondial. Oui, mais Il faut finir dans les trois. il faut voir, Ça a une il faut voir à signification. quelle vitesse ça court au niveau mondial. Vous pouvez être dans le top 15, mais la finale olympique, c'est les 8 meilleurs. Et en général, c'est le top 5 qui se retrouve à se discuter les 3 médailles olympiques quelque part. Sauf accident pour les meilleurs, ça va être difficile pour nos meilleurs athlètes. On va souhaiter cet accident-là pour les meilleurs. Bien, espérons qu'il y ait des jours sans pour les grandes favorites dans sa catégorie, qu'il y ait des jours sans pour les autres athlètes. Mais bon, un miracle ne se produit à ce niveau de la compétition qu'une fois tous les 50 ans. Et donc, on croise les doigts en gardant espoir que nos athlètes puissent réussir quelque chose. Mais déjà, sinon, la majorité de nos 11 qualifiés arrivent à passer le premier tour pour la plupart d'entre eux, ou à atteindre ne serait-ce que des demi-finales, moi, je serais déjà satisfait. Parce que le seul espoir que j'ai réellement, je le dis, c'est de voir au moins lui, François Mendy, être en finale olympique. Pour le reste, ça va être compliqué pour pouvoir espérer. Parce qu'en fait, on n'a pas mis nos athlètes dans le cadre qui leur aurait permis de pouvoir prétendre à quelque chose. Du débat, la préparation. El Hadji Thierno Dramé, Aruna Dème parle de miracle pour voir un athlète sénégalais décrocher une médaille olympique à Paris. C'est un avis que vous partagez? Oui. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'aux Jeux olympiques, il y a souvent des miracles? Je ne crois pas. Parce que des gens se préparent pendant des années. Moi, je me souviens à chaque fois qu'on regarde les Jeux olympiques, ce dont on pense
qu'ils vont décrocher une médaille, ils décrochent une médaille. Et ce sont des gens, et c'est basé sur des analyses scientifiques. C'est des gens qui se préparent, qui font un travail, qui ont suivi, qui font des performances pendant toute l'année, qui font les meilleurs chronos. Et je veux dire, à moins d'un accident, et quand on dit accident, c'est peut-être une blessure de dernière minute, mais c'est des professionnels. C'est-à-dire que c'est comme un caméraman à qui on demande de filmer une image, peu importe. Il a sa formation, il a son côté artistique, il se prépare, il sait qu'il doit filmer un élément, il va mettre tous les atouts de son côté pour le filmer de la meilleure façon possible. Donc, il ne va pas espérer que, voilà, déclencher la caméra et avoir. Non, ça se prépare. Donc, en général, quand vous prenez des disciplines comme l'athlétisme, les miracles, peut-être, il y en a au championnat du monde. J'avais cité une fois Kim Collins, Amimba Ketcham. C'est des miracles, c'est des choses qui peuvent arriver dans des compétitions comme la Coupe, parce que c'est tous les 2 ans, on se prépare. Mais les JO, là, les gens travaillent. Parce que le problème au Sénégal, c'est qu'on ne mesure pas l'importance des Jeux Olympiques. Et on va forcément reparler de la préparation. Ouais, on ne mesure pas l'importance d'avoir une médaille olympique. Vous allez aux États-Unis, vous gagnez une médaille olympique, vous devenez une icône du pays. Il y a des gens qui, aux États-Unis, n'ont gagné qu'une médaille, mais ça a réglé leurs problèmes financiers durant tout le reste de leur vie. Parce qu'ils ont décroché de gros contrats, parce que on considère que c'est un fils du pays qui a écrit son nom et celui des États-Unis au panthéon du sport mondial. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous prenez les joueurs de la NBA, les grandes stars, à la Coupe du Monde, ils vont passer leurs vacances. Mais quand c'est les JO, vous voyez, il y a eu le petit débat lorsque Kawhi Leonard a été sorti. Son président s'en est plaint. Lorsque Jaylen Brown n'a pas été rappelé pour le remplacer. Il y a eu tout un bruit derrière parce que c'est un sponsor, etc. Ça veut dire, ça vous donne une idée de la dimension que représentent les JO pour des pays comme les Américains, comme la France, etc., etc. La Russie, qui voilà, va pleurer de toutes ses larmes de ne pas participer aux JO. Malheureusement, chez nous, on considère juste que c'est un petit rendez-vous sportif. Quand vous gagnez une médaille olympique, c'est 2 millions de francs CFA. Uniquement. Même ça, c'est... Selon l'arrêté ministériel. Oui, alors que je l'ai dit. Donc, mais attendez... On n'a pas compris, en fait, nous, au Sénégal. On ne mesure pas ce que ça représente, les Jeux Olympiques. Donc, aujourd'hui, parler de miracle, pour moi, j'y crois pas trop. Après, François, c'est un athlète qui a une grande marge de progression. Mais, si on parle de la préparation, et on va le faire, on réduit ses chances forcément de médaille. Ouais. C'est connu, les Jeux Olympiques, c'est la crème. On retrouve les meilleurs sportifs du monde. Ça reste du sport quand même. Tout peut arriver en sport. Tout peut arriver en sport. Même si certains pensent que les chances de médaille du Sénégal sont assez minces. Oui, elles sont minces, si on veut être honnête, si on ne veut pas se voiler la face. Parce que quand on parle d'accidents, justement, les accidents sont plus susceptibles d'arriver aux athlètes qui ne se sont pas préparés ou alors qui ont fait moins on va dire, de campagne, de meeting, pour pouvoir s'exercer au très haut niveau. Parce que les accidents, souvent, c'est quand on n'a pas la même expérience que le champion du monde qui aura couru dans plusieurs meetings ou qui aura fait beaucoup de championnats du monde, en tout cas avant les Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que moi, j'ai vraiment... on parle même de Louis-François Mendy. Oui, mais pour moi, la plus grande chance de médaille, j'ai presque envie de dire que c'est même Salissard. Parce que dans la discipline de Louis-François Mendy, c'est vraiment le très haut niveau et c'est une discipline que tout le monde veut gagner. C'est l'une des disciplines phares de l'athlétisme, la finale du 110 mètres et avec des records du monde qui tombent. D'ailleurs, le recordman du monde et le grand favori Grant Holloway sera là, l'Américain, donc qui est presque intouchable, qui a failli battre le record du monde qui est à 12,81, qui est à 12,80, il a fait 12,81 lors des championnats du monde. Donc c'est quelqu'un qui tutoie l'excellence. Et quand on pense que lui, il sera forcément aligné en finale, à moins qu'il se blesse. Parce que moi, je ne vais pas faire un accident. Si c'est trop technique. Le 110 mètres, et c'est technique, donc c'est vraiment... voilà. Il peut taper une haie. Il peut taper une haie, oui, tomber. C'est aléatoire. Oui, mais en général, ça n'arrive pas au favori, au numéro 1, justement. C'est pas pour rien. Si on est le meilleur, c'est qu'il y a forcément... on a la technique, il y a le travail. Après, il peut se blesser, par contre, parce que ça, on ne s'entraîne pas à ne pas se blesser. On s'entraîne à éviter de faire tomber les haies. Donc, voilà, lui, François Mendy, s'il arrive en finale et qu'il est parmi les 8 finalistes,
là, on aura... Parce qu'on dira le nom du Sénégal. Rien que le nom du Sénégal soit annoncé sur la ligne de départ, pour moi, c'est une grosse victoire. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions. Salissar, vraiment, lui, elle, par contre, on ne sait jamais, quoi. Triple saut, en fait. Mais Par contre, elle occupe quel rang au niveau mondial? Comment? Elle occupe quel rang au niveau mondial? Je crois qu'elle est à la 12e ou 12e, 13e. Voilà, 13e place mondiale. Donc, vous imaginez oui, mais c'est une c'est discipline. trois, c'est déjà, il faut déjà entrer en finale. Oui, mais on a 3 essais. Parfois, on peut mordre. Et que mais sa performance sur un concours de circonstances, loin des meilleurs, il peut y avoir trois essais mordus et que toi, tu n'as même pas besoin de faire un gros saut. Concours de circonstances. Là, tu es dans le grand miracle. Oui, d'accord, c'est vrai. Bon, mais c'est moi, oui, c'est vrai. Je peux te l'accorder, c'est un concours de circonstances qui en général est favorable aux favoris et aux mieux classés. Mais si on veut être sincèrement plus... Parce qu'en fait, on parle de lui, François Mendy, mais moi, j'ai envie de penser que... Enfin, j'ai envie de croire que Salissar est la plus grande chance de médaille. Ouais. On revient sur la préparation. À l'unisson, tous les athlètes ont dénoncé le manque de préparation en direction de ces Jeux olympiques. Ça va être un handicap, naturellement, pour eux? Forcément. En tout cas, c'est... Ce qui est navrant, pour ne pas dire une désolation de plus pour le sport sénégalais, c'est qu'on répète la même chose chaque fois, que ce soit pour aller aux championnats d'Afrique, aux Jeux africains, mais plus particulièrement aux Jeux olympiques. On sait depuis au moins 8 ans qu'il y a des Jeux olympiques à Paris, qu'on a une génération d'athlètes qu'on a appelée Génération Paris 2024, qu'on devait occuper depuis 2017-2018. Donc, c'est des athlètes qui sont là depuis 4-6 ans au moins et qui font de petites performances, qui travaillent dans leur coin. Bon, on parle de préparation. On l'a vu tout à l'heure, François Mendy qui a écrit une lettre au président de la Fédération d'athlétisme avec ampliation au ministre des Sports et au Comité olympique pour demander qu'on l'aide à avoir une accréditation pour son entraîneur. Il va aux Jeux olympiques à Paris sans son entraîneur parce qu'il n'est pas accrédité. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est sa faute parce qu'il peut-être... Il va y aller sans son entraîneur. Son entraîneur n'est pas encore accrédité. En tout cas, il n'a pas d'accréditation pour les JO. Maintenant, il faudrait que les administratifs du Sénégal trouvent le moyen de le faire accréditer. C'est toujours possible. Mais c'est des choses qui se font des mois. Mais il se plaint, il dit qu'il n'a jamais été... Il a écrit une lettre pour se plaindre, pour dire aux autorités qu'il n'a jamais été à une compétition avec son staff. Ouais. Il avait la chance d'avoir Smaïl à ses côtés pour ces Jeux olympiques-là. Et malheureusement, son entraîneur n'est pas accrédité. Parce que c'est aux athlètes de dire quel est leur staff, avec qui ils vont travailler, ou à la fédération concernée, là, dans le cas de lui, François Mendy, c'est à la fédération d'athlétisme de demander à tous les athlètes qualifiés, donnez-nous les noms de vos entraîneurs, on transmet au comité olympique pour les faire accréditer. Il y a une procédure administrative. Même nous, de la presse, on sait que les accréditations, c'était il y a 4 mois. 4-5 mois avant les JO, on boucle. Donc, imaginez les athlètes qui se qualifient à la dernière minute, qui ont besoin d'avoir... Donc, vous parlez de préparation. Puis François Mendy s'est qualifié il y a plus d'1 an. Depuis 1 an. Depuis 1 an. Mais au moins, à la veille de l'ouverture des Jeux, il pose un problème en disant mon entraîneur n'est pas accrédité. Il y a une faille quelque part. On parle de préparation. Tout ça fait partie des écueils qui font que... C'est pourquoi je dis qu'on ne prépare pas nos athlètes pour aller être performants sur le plan international. Psychologiquement, il aurait dû être concentré sur sa compétition qui démarre début août. Pas se mettre là à perdre son temps à se préoccuper du sort de son entraîneur. Vous imaginez quel état d'esprit si jamais son entraîneur n'obtient pas une accréditation le jour de la compétition, qui va être là à l'accompagner? Le directeur technique qui a une accréditation, le président de la fédération d'athlétisme ou un membre du comité olympique qui ne sont pas ses entraîneurs, qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas participé à sa préparation. Donc, on est dans un pays où on aime faire de l'amateurisme avec des choses extrêmement sérieuses. Et c'est malheureux de le dire, nos athlètes ont peu de chances d'être performants parce qu'ils ne se sont pas préparés, ils n'ont pas été bien préparés. Vous allez en Côte d'Ivoire, Marie-Josée Talou ne vous parlera pas de ces problèmes de préparation. Vous allez voir les athlètes marocains, ils ont eu largement tout ce dont ils avaient besoin. On va me dire que ce n'est pas les mêmes moyens qu'ont tous les pays, mais si Gina Bass de la Gambie parvient à faire de belles performances au championnat d'Afrique et à être capable d'aller peut-être titiller les meilleurs au monde aux Jeux de Paris,
Pourquoi une Sénégalaise ou un Sénégalais ne serait pas dans les mêmes conditions de travail? On a un comité olympique qui est là pour ça. Travailler que sur chaque 4 ans, nos athlètes soient dans les meilleures conditions. On a des fédérations sportives qui sont là, qui connaissent les athlètes, qui ont des techniciens et des entraîneurs qui sont sur le terrain matin, midi, soir, qui doivent être capables de savoir qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour que nos athlètes soient dans les meilleures conditions. C'est toujours l'éternelle question des moyens qu'on pose, l'argent, qui est toujours le nerf de la guerre. Mais on est dans un pays où on n'a pas mis un budget en disant on a tel fonds, c'est destiné à la préparation des athlètes. On prend la cagnotte, la plus grosse partie, qu'on donne à ceux qui ont des chances de performer. Parce que dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, on est dans un pays où on ne se donne pas les moyens d'être performant. On essaie de trouver toujours des raccourcis. Et malheureusement, parfois, vous cherchez la corde pour tirer sur un raccourci et vous ne la voyez pas parce qu'elle n'existe pas. Et c'est malheureux de faire ce constat-là. Thierno, parlant d'argent, de moyens financiers au profit des athlètes, chacun a reçu plus de 11 millions de francs CFA. Est-ce que cet argent-là n'est pas arrivé tardivement, à quelques jours du début des Jeux Olympiques? Ouais, là, on va considérer comme une prime de participation, simplement parce que on donne l'argent à un moment où on se pose des questions, est-ce qu'on va avoir une médaille? Parce que simplement, on n'a pas fait le travail en amont. Et c'est comment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, lorsqu'on préparait les JO de Tokyo, on avait tenu ce genre de débat dans le club de sport d'ailleurs. On disait qu'il fallait miser sur des athlètes. Le problème, c'est que on sait qu'un jeune comme lui, François Mendy, il est potentiellement médaillable. Bon, Salissa est revenu après, mais quand même, ce sont des athlètes qui ont le niveau aujourd'hui, qui sont dans le ranking mondial, dans les 15 meilleurs, dans les 15 premiers. Depuis 1 an, tout le monde se souvient du coup de gueule de Louis-François Mendy par rapport au budget qu'il avait demandé pour aller participer, les 23 millions. Aujourd'hui, on a 11 athlètes, on leur donne chacun 11 millions pour aller participer. Donc, on est dans l'ordre de 110 millions. Donc, il y a 1 an, si on lui avait donné les 23 millions, on serait quasiment sûr qu'il serait au moins en finale. Parce que la finale, elle est hypothétique. Pour l'instant, on parle, c'est du pronostic. Mais il n'est pas dit qu'il va se qualifier. Il peut. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez dans les pays plus développés, qui ont des moyens. Les athlètes mettent 4, 5, 6, 7 ans à se préparer pour aller chercher la médaille olympique. Dans nos pays où on n'a pas de moyens, nous, on espère que à 1 mois, à 3 semaines, bon, si on met ça va marcher. Non, ça ne marchera pas. Et là encore, ça revient à l'idée qu'on a des Jeux Olympiques. Parlons de notre seule médaille olympique, Amadou Diaba. Combien de Sénégalais savent qu'il a été 5 fois champion d'Afrique? Très peu le savent. Il est devenu une légende justement parce qu'il a une médaille olympique. Aujourd'hui encore, lorsqu'il va aux Jeux, il est respecté. Il fait partie de ces rares personnes qui ont gagné une médaille olympique. Et ça, rien que ça doit nous inciter à être plus attentifs. Parce que ce que les sportifs demandent, franchement, vous me direz que dans ce pays, il y a beaucoup d'urgence. C'est vrai, mais le sport est une urgence. Parce que lui, François Mendy, veut lui donner 23 millions, il va faire sa préparation. Demain, il est médaille olympique. Non seulement il va porter haut le drapeau du Sénégal, mais après, il peut se retrouver avec des contrats qui vont faire qu'il va pouvoir gagner sa vie tranquillement. Et après, faire du giving back comme l'a fait Diaba. Et ça, c'est important. Donc, le sport c'est pas juste un jeu. Aujourd'hui, nous, on considère que, ouais, allez, on y va, on va participer, ok, c'est bon, après, on rentre à la maison. On a eu une discussion tout à l'heure avec un de nos doyens sur Tandakha Ndiaye, pour ne pas le nommer. Comment est-ce qu'il fallait commenter les choses? Parce que si on est réaliste, on va pas avoir de médaille. Mais on veut y croire. Mais franchement, encore une fois, on va y croire jusqu'au bout. Un Américain qui met 8 ans à préparer une médaille, une finale au JO, franchement, ce serait même injuste qu'un petit Africain qui a eu 4-5 mois et quelques petits millions viennent gagner devant lui. Ça défierait la logique sportive. Parce qu'on n'est pas on n'est pas préparé à gagner, on n'est pas préparé. Parce que même lui, François, n'est pas dans les conditions psychologiques pour gagner. Quelqu'un qui passe son temps à se plaindre du fait qu'on ne lui a pas donné les moyens, c'est problématique. Aujourd'hui, on parle des chances de médaille.
plus personne ne cite Mbagnick Ndiaye. Alors que depuis 8 ans, ou sinon plus, on misait sur lui. Mais lui aussi était confronté en son temps au même problème que Louis François aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il a fait une sortie dénonçant. Ben oui, et ce n'est pas la première fois. À Tokyo, c'était le cas. il aurait dû être Avant médaillé. Tokyo, c'était également le cas. Avant eux, il y a eu, comment il s'appelle, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, En 2008, Diskaba. Baledji. Ouais, Combien qui de aurait dû fois, être médaillé en exactement, 2012 combien de ou fois on l'a 2016. entendu avoir des sorties, voilà, des coups de gueule. L'Ivoirien qui a Hortense été Diédhiou champion du monde de taekwondo était Cher dans Cissé. l'ombre était dans l'ombre de Baladji. Ouais. Dans l'ombre de Baladji. Et, Mais il a eu les moyens. Hortense Diédhiou, c'est la même chose. C'est-à-dire que chaque année, c'est quasiment là. En fait, c'est un disque rayé, quoi. C'est le même disque qui tourne. Nos chances de médaille se plaignent de n'avoir pas été accompagnés pendant la préparation. Et in fine, on se retrouve sans rien. Après, les gens vont dire que alors qu'on ne les a pas mis dans les conditions. Donc, Ibrahim, je suis désolé, mais nous, si je parle en tant que Sénégalais patriote, j'ai envie qu'ils gagnent, j'ai envie qu'ils aient une médaille parce que je pense qu'ils le méritent, ils travaillent pour ça. C'est leur métier qu'ils ont choisi. Mais dans l'absolu, personne ne les a mis dans les conditions d'aller chercher ces médailles-là. Et c'est dommage. Papa Sandiaï, est-ce qu'on peut avoir une médaille olympique sans une bonne préparation? Non, c'est impossible. C'est impossible. Et en plus, en fait, ce que j'ai envie de rajouter sur ce que vient de dire Tierno, c'est que tant que nos pays, nous les Africains, en particulier le Sénégal, on ne comprendra pas qu'en fait les Jeux Olympiques, c'est des enjeux politiques même, et géostratégiques. C'est-à-dire que des gros pays, des grosses nations règlent leurs contentieux politiques parfois sur le terrain, sur l'espace olympique. Donc il faut pas. Je vais faire un petit hors-sujet si tu me permets. Quand je vois que le Sénégal n'est pas présent à ces Jeux Olympiques en U23 pour le football, moi c'est quelque chose que je comprendrai toujours pas, parce que quand je vois qu'on avait gagné le match aller contre le Mali et que pour des raisons où on a un peu sous-estimé l'importance des Jeux Olympiques et qu'on a privé l'équipe olympique de 3 joueurs pour aller jouer un match amical. Jouer un match. Non, c'était un match éliminatoire de la CAN, mais qui était presque sans enjeu. Au Mozambique, je crois. Mais pour le coup, cette équipe-là aurait pu être, par contre, une véritable chance de médaille. Si l'équipe nationale U23 du Sénégal y était, là, on ne parlerait pas de chance. On parlerait de est-ce qu'il serait troisième. Parce que souvent, d'ailleurs, c'est des équipes africaines qui font des gros résultats. Le Maroc a battu cet après-midi l'Argentine. Voilà, donc quand je vois aujourd'hui quand des équipes comme la Guinée qui ont joué, qu'on sait que l'équipe nationale du Sénégal n'a rien à envier à cette élection-là, j'ai du mal. Bon, pour revenir un peu sur le sujet, donc voilà, bien sûr que c'est presque impossible, parce que ce sont des choses qui se préparent en amont. On parle de la préparation, mais également même le côté, je crois que je l'avais dit ici, diététique. C'est-à-dire ces athlètes-là, il ne faut pas qu'ils ne mangent. Ils ne mangent pas n'importe quoi pendant des années pour pouvoir être performants. Donc s'ils ne sont pas financièrement dotés pour pouvoir se mettre en place un régime particulier qui leur permette de performer au très haut niveau, mais c'est presque voué à l'échec d'entrée. Donc bien sûr, on ne va pas se leurrer. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour amener une médaille. Si on arrive à amener une médaille, ce serait presque un miracle, parce qu'une athlète ou un athlète aura fait quelque chose qu'on n'imaginait pas, qu'on n'attend pas, parce qu'on n'est pas préparé. On n'est pas préparé pour se confronter à ce qui se fait du mieux au très très haut niveau dans le monde. Tierno parlait tout à l'heure de la culture de l'olympisme dans nos pays. C'est vrai que c'est un sérieux problème. Même la présence médiatique dans ces Jeux olympiques est assez minimaliste. On n'a pas beaucoup d'envois spéciaux de la presse. D'après les infos que j'ai eues, il n'y a que 6 journalistes sénégalais qui sont accrédités pour ces Jeux olympiques. Malheureusement, c'est en fonction de la taille de la délégation que les accréditations se font en général dans ce genre de compétition. Et comme on n'arrive pas à qualifier le maximum d'athlètes ou de sportifs, on paye aussi le revers de la médaille. C'est qu'au niveau médiatique aussi, c'est les délégations qui font 300 ou 400 personnes comme les États-Unis. Et il y a aussi... Les États-Unis, c'est 592 athlètes. Il y a aussi un autre facteur, c'est les pays qui payent les droits, les droits audiovisuels, les droits de télévision, qui peuvent aussi accréditer. La plupart du temps, les pays africains qui mettent les moyens, qui, même sur le plan médiatique, se font le mieux représenter, c'est l'Afrique du Sud, le Maroc,
le Kenya un peu, l'Égypte ou l'Algérie, les pays du Maghreb en général, et l'Afrique du Sud. Nous autres pays d'Afrique noire, bon, on est toujours à la traîne, autant pour ce qui est la question du développement, on est les plus pauvres du monde, mais autant sur les investissements dans le monde du sport. Je pense que si on avait l'équipe de football était qualifiée, par exemple, des U23, ça aurait peut-être permis au Sénégal d'espérer plus, en fait, avec un sport collectif. Parce qu'il y avait le football et le basket qui étaient engagés, et les deux n'ont pas été au rendez-vous. Et Thierno, dans ce genre d'événement, c'est toujours important d'avoir un regard africain, un regard des journalistes africains sur ce qui se passera aux Jeux Olympiques. Oui, c'est important, ça, c'est l'information de la règle de la proximité. On y va d'abord pour couvrir notre pays, et ensuite, après, peut-être les coulisses. Parce que moi, j'ai eu l'expérience des JO en 2016 au Brésil. C'est vrai que notre priorité, effectivement, c'était de couvrir les athlètes sénégalais. Et même d'ailleurs, même si vous êtes accrédité et tout, l'accès, on privilégie d'abord les pays qui sont en compétition. Bon, la chance qu'on a vue à ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup de disciplines qualifiées. Il y avait également le basket, donc on avait de la matière. Mais quand c'est une toute petite délégation, et par exemple, pour l'athlétisme, ça va venir bien après. Les JO vont commencer. L'athlétisme vient, je pense, 5-6 jours après. L'athlétisme démarre le 2 août. Voilà, ce qui fait que vous n'êtes pas, si vous ne faites pas attention, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de matière. Donc après, il faut trouver des petits sujets. Moi, je me souviens, et puis bon, il y a aussi une chose qui est importante. Il y a la sécurité, qui est extrêmement... Moi, je me souviens en 2016, je ne sais pas, un des officiels m'avait dit que la sécurité était gérée par le FBI. En tout cas, le FBI avait un regard sur la sécurité. Pour entrer au village, il fallait une double accréditation. Vous venez avec votre passeport. C'est un problème qui se pose aussi pour ces Jeux de exactement, Paris. 2 ou 3 jours avant. Et ensuite, ils font les recoupements et après, on vous donne un pass. Et à la sortie, vous rendez le pass en question. Et important aussi de le signaler pour ce qui concerne la couverture médiatique. Ça, c'est un point qui est, bon, c'est pas très, très important. Mais il faut savoir que lorsque vous voulez aller, par exemple, au village olympique pour interroger un athlète, vous faites la demande 72 heures avant. Hein? Ensuite, ils vont faire le truc et après, ils vous donnent le pass. Donc, c'est très compliqué. Même pour la cérémonie d'ouverture ou de clôture. Moi, je me souviens en 2016, je suis allé au Maracana, le grand Maracana. Mais je n'ai pas pu entrer parce que je n'avais pas le pass. J'avais mon accréditation. C'est ça, les événements. Exactement. Même à la Donc, Coupe du Monde, la demande est tellement forte qu'ils sont obligés d'arbitrer. Voilà, c'est ce qui fait que, par exemple, le Sénégal, même, je pense que même si on avait eu plus d'athlètes, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu dépasser le quota des... Parce que même le Nigeria, qui a emmené plus d'athlètes, n'a eu que 4 accréditations, imaginez. Le Sénégal en a plus. Le Sénégal en a 6. Je pense depuis Londres 2012, nous on était à Londres en 2012, depuis lors, toutes les Olympiades qu'il a eu, à part Tokyo où il n'y a qu'une seule accréditation. C'était dans un contexte de Covid aussi. Hein. Depuis Londres, c'est souvent 6 accréditations que le Sénégal a. Avant, c'était 4 d'ailleurs, parce que je me souviens qu'en 2004, à Athènes. À Athènes, en Grèce. En Grèce, c'était 4. Kob Alassane, la faible présence des journalistes sénégalais est certainement liée aux chances de médaille de nos athlètes. Nos patrons de presse vont peut-être se dire mieux vaut rester traiter tout cela à partir de Dakar que d'envoyer une équipe là-bas. Ça peut être coûteux. Mais voilà, c'est le revers de la médaille. Quand on donne pas, si on n'est pas accrédité, on donne pas en plus des problèmes d'accréditation. Voilà, on ne donne pas assez d'importance aux Jeux Olympiques, en tout cas à la préparation des athlètes de haut niveau pour qu'ils aillent représenter le pays en bonne et due forme. Forcément, ça se répercute de façon indirecte sur le nombre d'accréditations qui sont autorisées, enfin qui sont données au pays. Donc là, on en a 6. Je trouve même qu'on est très chanceux qu'on en ait 6 par rapport à d'autres grosses nations. Maintenant, voilà, ce sera un traitement assez, on va dire, général. Hein. On n'aura pas vraiment l'opportunité de traiter toutes les disciplines de la même manière, avec la même importance, avec la même présence de journalistes. Maintenant, bon, on fera avec, en espérant que ça s'améliore dans le futur. Et nos vœux de succès accompagnent nos 11 athlètes présents déjà à Paris. Régis Fort et représenté dignement le Sénégal, Situs, Altus, Fortus, pour reprendre la devise des Jeux Olympiques. On se retrouve dans un court instant pour le second thème du Club des Sports.
Le second thème porte sur le mercato, le marché des transferts en football. On note que depuis le début du mercato, il y a eu quelques mouvements des footballeurs sénégalais avec Iliman Ndiaye qui est parti à Everton, Pape Gueye à Villarreal, Niakhaté à Lyon, Mbaye Diagne Neom FC. qui a changé de club en Arabie Saoudite. Pensez-vous que c'est assez timide, comme c'est intitulé dans le thème? Lors d'autres mercatos, on a eu beaucoup plus de Sénégalais. Peut-être, c'est quoi l'explication selon vous? Non seulement on a eu beaucoup plus de Sénégalais, mais on a eu des destinations un peu, excusez-moi, plus sexy entre guillemets. En tout cas, les Sénégalais étaient demandés par des clubs, je ne dirais pas du top niveau, mais au moins de la seconde catégorie. Mais là, ce n'est pas vraiment le très haut niveau et certains de nos joueurs cadres sont quand même dans les difficultés. Ils ont des difficultés à trouver des clubs qui correspondent réellement à leur profit. Je donne juste l'exemple de Ismaël Sarr qui devient un feuilleton dont Marseille ne veut plus, qui a quasiment mis à la porte. Même Marseille refuse l'offre qui lui aurait permis de partir à Crystal Palace. Donc, c'est quand même une petite aberration en quelque sorte. Mais je pense que pour être un peu plus cohérent par rapport à ce qui se fait au niveau international, le marché est assez fermé pour nos joueurs. Il n'y a pas beaucoup de portes de sortie. Vous prenez le Bouna Sarr au Bayern, 2 ans qu'il ne joue quasiment pas, et qui se retrouve sur le marché et qui a peine à trouver un club où poser. Il est annoncé du côté de l'Atalanta. On l'annonce en Italie, comme on l'annonce aussi en Angleterre, parce qu'il y a des clubs anglais aussi qui se sont renseignés, mais rien de concret jusque-là. Bon, le mercato finit le 31 août. Il y a encore suffisamment de temps pour que nos joueurs fassent les bons choix. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit en premier. Je vois par exemple Niakhaté qui va à Lyon. Pour moi, c'est un bon choix. Il va pouvoir se relancer. Je ne suis pas trop dans le sens de dire que nos joueurs qui sont en Angleterre, qui sont titulaires et tout, comme ce qui est arrivé Iliman et Ismaël Sarr, ça doit servir de leçon. Ils ont lâché le football anglais, quitte à renoncer à une partie de leur salaire pour aller se retrouver à Marseille. On a dit ici sur ce plateau qu'ils n'avaient. Moi, je trouvais que c'était déjà de très mauvais choix. Certains avaient dit dès le départ que Iliman Ndiaye avait fait un mauvais choix. Et ça s'est justifié derrière, parce que la manière dont il joue, son style de jeu est plus adapté au football anglais. Moi, vous savez, dans le sport de haut niveau et le football de haut niveau en particulier, il n'y a pas d'histoire de sentiment. Je suis amoureux de ce club, j'y vais, non. Mbappé est amoureux du Real Madrid. Il a attendu de bouffer les milliards du Paris Saint-Germain. Une fois qu'il en a eu assez... Pas seulement, c'est pas seulement... Non, mais si. Il a fait ses preuves, il a marqué des Il a été meilleur buteur du championnat pendant... Il s'est tapé au moins plus de 200 millions. Des champions, il gagnait plus de 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Là, au Real, il gagne combien? Non, mais je veux dire, c'est pas que pour des. Non, c'est pour dire que c'est pas. C'est sportif aussi. Il s'est fait un nom grâce au Paris Saint-Germain. C'est l'argent d'abord. Il a progressé avant d'aller au Real. Je suis désolé, mais dans le haut niveau, dans la réalité du football d'aujourd'hui, c'est l'argent d'abord. Benzema, quand il allait pour 200 millions d'euros en Arabie Saoudite, il pouvait rester au Real et jouer. Le Real voulait le garder, mais il a décidé d'aller chercher de l'argent. Il y a d'autres joueurs. Toni Kroos, quand il raccrochait, les Saoudiens lui ont proposé un pont d'or. Lewandowski, même chose. Mais c'est des joueurs qui ont choisi de rester parce qu'ils ont choisi le volet sportif. Nos joueurs n'ont pas fait ce choix-là en réalité. Ni le choix de l'argent, ni le choix sportif. Ismaël Sarr, comme moi, je ne vais pas être un bon joueur dans le championnat anglais. Avoir les possibilités de jouer à Arsenal ou à Tottenham ou ailleurs et dire que je renonce à ça, je vais aller à Marseille. Et ça a été un fiasco. Et aujourd'hui, ils sont dans les difficultés. Heureusement pour Iliman Ndiaye, il a pu trouver facilement un club et repartir. Mais Ismaël Sarr, c'est un cas. C'est un joueur qui n'a pas progressé, qui au pire encore a régressé. Le Ismaël Sarr qu'on a connu à ses débuts aujourd'hui, mais le voir à ce niveau-là, la manière dont il joue et tout, c'est à désespérer de ce jour-là. Parce que son talent dépasse, je suis désolé, j'ai rien contre Marseille, mais son talent dépasse la manière dont joue Marseille. Et ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui ont fait ces dernières années de très mauvais choix en matière de carrière. Je ne sais pas, c'est parce que leurs agents ne sont pas à la hauteur ou c'est eux qui font des choix discutables. Mais beaucoup de joueurs se sont retrouvés freinés dans leur carrière parce qu'ils ont choisi d'aller dans une destination où ils ne devaient pas mettre les pieds. Parfois, il faut accepter d'aller jouer dans un club où vous êtes sûr de jouer, d'être titulaire tous les week-ends pour vous montrer. Et au bout d'une saison, 2 saisons,
aujourd'hui, on parle de Doué, que le Paris Saint-Germain, le Bayern s'arrache. Ils ne sont pas plus talentueux que certains footballeurs sénégalais, mais ils ont su avoir la bonne trajectoire en termes de carrière. J'espère que nos jeunes joueurs, du genre Lamine Camara et autres, ne vont pas faire les mêmes erreurs parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont passés, qui ont justement disparu de la circulation et dont on ne parle plus. Et pourtant qui sont extrêmement talentueux. Et la chaîne Dramé, comment Ismaël Sarr s'est retrouvé dans la situation où il est actuellement? Vu son statut, vu son profil, ça fait 7 saisons qu'il est en Europe, mais l'impression que nous avons, en tout cas de loin, c'est qu'il n'a pas beaucoup progressé. C'est l'impression que tout le monde a. Et je pense qu'Ismaël a son premier choix, mauvais choix de carrière, c'était d'abord de rester à Watford lorsque Watford est descendu en Championship. Là, déjà, c'était une grosse erreur. Parce que même, si vous vous souvenez, avant même sa signature à Watford, il était demandé par des clubs plus huppés. Je pense que c'était un choix pour progresser, d'abord s'adapter au championnat anglais et ensuite peut-être aller chercher un club. Mais l'erreur a été de descendre en Championship avec Watford parce il sortait d'une très très belle saison malgré la descente, mais il sortait d'une très très belle saison avec Watford. Bon, il a continué quand même, il a fait de bonnes choses là-bas, il se retrouve à Marseille. Pour moi, ce n'était pas mauvais pour un joueur parce que Marseille est un club qui a de l'ambition. C'est vrai que Marseille n'a pas les moyens de certains clubs du championnat anglais ou du PSG ou de Monaco, mais Marseille s'était positionné pour aller chercher la Ligue des Champions. Ils ont joué l'Europa League, ils auraient pu faire de bons résultats. Ils sont allés jusqu'en demi-finale, je crois. Donc, ce n'était pas mauvais. Ensuite, il n'a pas été aidé par les nombreux changements d'entraîneurs à Marseille et tout. Mais aussi, il n'a surtout pas été aidé par le fait que Ismaël Sarr a du mal à progresser. Là, il est carrément poussé vers la sortie. Sur le plan purement individuel, il y a des choses qui sont du domaine de l'entraîneur. Il y a des choses qui sont du domaine du club. Mais il y a certaines choses qui sont du domaine du joueur lui-même. Lorsqu'on voit Ismaël Sarr en club, lorsqu'on le voit en équipe nationale, on se pose toujours la question. Moi, j'ai souvent dit qu'Ismaël est censé être le lieutenant de Sadio Mané. Et quand Sadio Mané n'est pas là, c'est lui qui doit être de fait le patron de l'équipe. Mais il n'a jamais supporté ce manteau-là. Et aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un joueur sur le marché, c'est les performances en club, les performances en équipe nationale, l'âge et la valeur marketing. Donc, si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, forcément sur le marché, vous n'avez pas la cote. Et aujourd'hui, pour parler plus large par rapport au thème, parce que c'est un thème qu'on a abordé dans l'émission On s'en fout du lundi après-midi à 15h sur Radio Sénégal International. Petite publicité, tu me le permets. Il faut passer au service commercial. Ouais, mais c'est une émission de Radio Sénégal. Bon, alors, on a abordé la question. Lorsque vous regardez en fait les joueurs, c'est que sur le marché du transfert, aujourd'hui, on n'a plus de joueurs attractifs. Il disait tout à l'heure sexy, il a dit des joueurs sexy. Ouais. Aujourd'hui, nos meilleurs joueurs sont soit dans un confort assez stable. Ils sont dans le golf. Certains dans Sadio le golf, Mané, Koulibaly, qui n'ont Mendy. pas forcément envie de beaucoup bouger. Sinon, le reste, c'est des joueurs à fort potentiel, mais qui doivent encore prouver. C'est le cas, par exemple, de Lamine Camara. Il n'a pas encore de club. Il n'a pas encore de club, mais on sait qu'il va partir parce que son agent a dit, quoi qu'il arrive, il allait partir. Maintenant, si vous enlevez Sadio Mané, si vous enlevez Kalidou Koulibaly, si vous enlevez Lamine Camara, il y a qui Nicolas Jackson qui est sûr de rester Et aux États-Unis avec Chelsea. Avec Chelsea, parce qu'il a fait seulement une année. Donc, forcément, on se retrouve avec très peu de joueurs qui ont la cote sur le marché des transferts. Il y a quelqu'un comme Cheikhou Kouyaté, par exemple, qui n'a pas encore de club. À un moment donné, la presse avait parlé d'un probable retour de Sadio Mané en Europe, mais ce n'était que des conjectures. Là, il est en préparation avec Al Nassr. Vous, c'est quoi votre point de vue sur ce mercato-là des footballeurs sénégalais? Il est plus que timide. En fait, pour moi, il y a un seul frémissement, un seul vrai frémissement, c'est la signature, effectivement, de Niakhaté du côté de Lyon, parce qu'il va jouer l'Europe. Déjà, il sera en Europa League, il sera titulaire. C'est le plus gros transfert de l'histoire du club. On ne le dit pas beaucoup. C'est quand même pour un club comme Lyon, on dit que c'est Moussa Niakhaté le plus gros transfert à 31 millions d'euros quand même. Ça veut dire que c'est une marque de reconnaissance, ça veut dire que le club le veut, donc il va jouer. Maintenant, j'attends de voir où va atterrir Lamine Camara.
pour voir. J'espère qu'il aura... En Angleterre, peut-être Oui, en Angleterre ou au Barça, on l'annonce également, mais j'y crois pas. Enfin, s'il va là-bas, ce sera une grosse erreur parce qu'il ne jouera pas. On sait qu'ils aiment privilégier les joueurs issus de la Masia. On annonce Southampton. Moi, j'aimerais bien le voir à Southampton, effectivement, à Southampton, un peu comme l'a fait Sadio Mané. Mais sinon, pour le reste, moi, je suis même limite inquiet. Parce que il y a Mori Diaw aussi, hein, Mori Diaw, oui, qui n'a pas encore de club, mais je pense que lui, il rebondira en Ligue 1 parce qu'il a quand même prouvé qu'il avait le niveau largement de la Ligue 1 française. Maintenant, quand je compare il y a quelques années où on avait des gros noms, enfin des cadres qui étaient titulaires dans des équipes qui jouaient la Ligue des Champions, je pense à Sadio Mané à Liverpool, Gana Gueye au PSG, Koulibaly à Naples, Edouard Mendy à Chelsea. Là, on a, à part Ismaël Jacobs et Crépin qui vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec Monaco. Il y a aucun et qui ne sont pas sur le marché des transferts. Et qui ne sont pas sur le marché. Il n'y a aucun Sénégalais qui va jouer la Ligue des Champions. En fait, on aura les deux, peut-être Chérif Ndiaye avec les trois rouges, parce qu'il va jouer les préliminaires. Mais en fait, voilà, le niveau a carrément baissé. Nos joueurs ne sont plus aussi cotés qu'il y a 5-6 ans, où on voyait des joueurs sénégalais titulaires en Ligue des Champions en phase de poule. On voyait souvent à un moment donné, on avait une bonne dizaine de joueurs. On avait, il y a également Abdoulaye Seck, peut-être qu'il jouera également, on ne sait pas encore, avec Maccabi Haïfa, peut-être qu'il jouera la Ligue des Champions. Mais en tout cas, il y a une régression. Il y a une régression et ça se répercute même sur le niveau de l'équipe nationale. Ouais. Donc voilà. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, le mercato est vraiment... Mais ce n'est que le début, hein. Il reste encore un mois. Oui, mais de toute façon, mais en tout cas, il n'y a pas un joueur sénégalais qui a été recruté dans un club du top 5 des gros championnats, le top 5, et qui joue l'Europe. Tu vois, donc, enfin, qui joue la Ligue des Champions. L'Europe, oui, il y a Tottenham notamment. Peut-être Mikhail Ngorfaï qui pourrait jouer la Ligue des Champions avec le Barça. Ouais. Ouais, on espère. Mais s'il arrive à s'installer en équipe première, bien sûr. Ouais. On va quitter l'Europe, chers amis, pour revenir en Afrique et parler des transferts intra-africains. De plus en plus, on voit des joueurs sénégalais qui signent au Rwanda, au Soudan, en Tanzanie. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle donne? L'argent. Nos clubs sont exempts. Ils n'ont pas les moyens. On joue dans un championnat professionnel où on nous dit récemment, c'est un responsable du football qui l'a dit, qui s'occupe d'ailleurs de transferts qui dans ce monde-là, qui dit que c'est le Jaraaf qui paye le mieux. Avec des salaires qui tournent autour de 400 000 francs. Et Teungueth FC. Les autres, c'est des clubs qui payent 100 000 francs, 150 000, parfois même 75 000. Et même 50 000. Et des clubs qui ne payent pas. On a vu ici, les joueurs de RSF disent qu'ils n'ont pas été payés de la saison, je crois, 1 ou 2 fois. Donc, dans ces circonstances-là, vous voyez un club comme AP du Rwanda qui vient voir un joueur qui joue au Jaraaf ou Teungueth FC ou à Gorée ou je ne sais pas dans quel autre club sénégalais, où il est capable d'avoir une prime de signature de 10 ou 20 millions de francs CFA, un salaire de 4 millions de francs à la fin du mois. Mais vous pouvez qu'il reste, il va aller au Rwanda. C'est la même chose avec les clubs soudanais. Parce que c'est des clubs mieux structurés, comme Azam en Tanzanie, c'est la même chose. Ils viennent même débaucher nos entraîneurs. Nos meilleurs joueurs partent dans des championnats qui ne sont pas mieux cotés que le nôtre en termes de football. Mais en termes de structure, d'organisation et de moyens financiers, ces pays ont mis en place des structures qui font que leurs clubs ont les moyens financiers d'aller chercher nos joueurs. Avant, on allait en Europe et en dehors de l'Europe, c'était l'Afrique du Nord. Ouais. Le Maroc plus particulièrement, un peu en Tunisie et un peu pas beaucoup en Égypte. Mais maintenant, c'est l'Afrique de l'Est qui est en train de carrément piller le championnat du Sénégal. Nos joueurs avant ça partaient en Guinée, à Orléans, avec les Khadim Dia et autres. Ou bien c'est FC Nouadhibou qui vient ici prendre des joueurs de la Linguère de Saint-Louis. Donc vous voyez, parce que ces dirigeants de ces clubs-là ont mis des moyens financiers qui leur permettent, parfois c'est des capitaines d'industrie ou des hommes d'affaires ou des milliardaires qui dirigent ces clubs-là et qui donc mettent suffisamment d'argent, ce qui s'était passé avec TP Mazembe à un moment donné. Mais nous, nos clubs n'ont pas ces moyens-là, ne payent pas bien. Mais chacun cherche à gagner sa vie. Et donc forcément, dès qu'un agent vient, et ces agents qui viennent chercher les joueurs, ceux qui amènent nos joueurs au Rwanda ou au Soudan, ils viennent, ils versent 10 millions de primes de signature à la famille du joueur, ils te promettent un salaire de 4 millions, parce qu'ils amènent le joueur et ils enquêtent 50 millions dans l'opération. Parce que l'opération se fait autour de 70 millions de francs CFA, mais les 50 millions, c'est dans la poche de l'agent. Vous pensez que ces agents-là vont rester là tranquilles, ils vont venir ici prendre nos meilleurs joueurs et les amener. Tant qu'on n'aura pas revu notre environnement footballistique,
le cadre juridique et qu'il y aura suffisamment de moyens, des gros budgets dans notre championnat. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez des clubs qui ont 8 milliards de francs CFA de budget. C'est quasiment, avant qu'on ne fusionne le ministère des Sports, à 4 ou 5 milliards près, c'est le budget du ministère des Sports du Sénégal. Donc vous voulez que ces clubs-là, nos clubs les plus riches, vont vous dire on va en Afrique, notre budget c'est 500 millions ou 400 millions. Et c'est de l'argent qu'on ne mobilise pas en réalité. Ils gèrent au bout de la saison. En réalité, ils vont dépenser 150, 200 millions. Nos grands clubs les plus riches, ceux qui sont considérés comme les plus structurés, qui ont plus de moyens, le Jaraaf, Teungueth FC, Guédiawaye FC, le Casa Sport, vous allez voir dans leur caisse, leur budget, vous ne trouverez pas annuellement un budget de plus de 300 millions. 300-400 millions. C'est avec ça qu'ils fonctionnent. Moins d'un demi-milliard, vous voulez concurrencer des gens qui ont 7 ou 8 milliards de budget, comme les clubs tanzaniens, soudanais, sud-soudanais même parfois. Il faut qu'on se pose, je dis bien, qu'on se pose à un moment donné dans ce football-là, qu'on réfléchisse à comment faire pour qu'il y ait de l'argent dans le football sénégalais pour retenir nos joueurs. Sinon, même demain, vous verrez, quand ça va stabiliser au Mali ou en Guinée, là, tous nos joueurs vont partir. Et à un moment, c'est vrai qu'on produit des talents, parce qu'il y a beaucoup de centres de formation, beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont bien encadrés. Mais ceux qui les encadrent ne gagnent rien. J'en sais quelque chose, parce que j'évolue un peu, je suis un peu ce qui se passe dans cet environnement-là. Et c'est malheureux que le pillage va continuer. C'est dommage. Arouna Deme parle de pillage. Thierno Dramé, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces départs vers les pays de l'Afrique de l'Est, ou il faut se satisfaire de ces transferts qui permettent à ces footballeurs-là de vivre de leur art, d'aider leur famille, parce que la finalité, c'est de bien vivre de son art. Et au Sénégal, ce n'est pas le cas. Ouais, bon, la satisfaction, c'est pour le joueur. Mais moi, je trouve que lorsqu'on est le Sénégal, après, comme je dis, le Sénégal, c'est un gros nom. Mais après, derrière, quand vous grattez un peu, en général, vous ne trouvez pas grand-chose. C'est ce qui se passe lorsqu'on gagne en une saison 5 titres de champion d'Afrique. Mais derrière, vous venez voir notre championnat, vous vous rendez compte qu'il y a problème. Et aujourd'hui, je vais me permettre de faire une petite digression. On parle de football, je vais parler un peu de basket. Quand je vois un international comme Matar Gueye, qui a joué la Coupe du Monde en Chine en 2019, aller signer dans un club au Burundi, ça veut dire qu'on a un problème avec notre sport en général. Sport local, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, que les joueurs aillent signer, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est la petite tendance. Ce n'est pas leur premier choix. Les gens qui jouent au football, la première option, c'est d'aller en Europe. Mais on a perdu de grands talents. Qui se souvient d'Alpha Omar Sow, qui a été un des meilleurs joueurs du championnat? Il est allé signer en National 2 en France. Un talent perdu comme ça. Aujourd'hui, heureusement, je me dis heureusement qu'ils vont signer dans des clubs africains et que le CHAN, si le CHAN est réformé, comme on l'a dit, ils vont pouvoir au moins être internationaux, jouer pour l'équipe du Sénégal, l'équipe locale. Ça, au moins, ça nous sert un peu. Après, si effectivement ils vont aller en Afrique ailleurs pour gagner de l'argent et faire vivre leur famille, ben, tant mieux pour eux. Mais je ne pense pas qu'un joueur qui va aller jouer en Tanzanie va apporter cette valeur ajoutée-là. Parce que, comme on l'a dit, ils auront un plafond de verre, c'est l'équipe nationale locale. Ils ne pourront jamais jouer dans l'équipe nationale A. Parce que ce n'est pas le championnat de Tanzanie qui va apporter ce plus au football sénégalais. Ce n'est pas le championnat je ne sais pas moi, du Soudan, etc. Donc, le Soudan n'a même pas de championnat. Il joue avec la guerre. Par la Mauritanie. Exactement. Donc, c'est vous dire, ils le font parce qu'ils n'ont pas réellement le choix. Ils acceptent d'aller jouer dans ces pays-là parce qu'ils pour gagner de l'argent. Pour survivre en réalité. Quand on vous paye 3, 4, 5, 6 fois ce que vous touchez ici, au Sénégal, ben, écoutez, vous n'allez pas cracher dessus. Parce que le football, il est éminemment social dans nos pays. Ouais. Donc, les joueurs qui jouent, c'est aussi pour gagner leur vie. Mais je pense qu'il y a un gros effort à faire au plan local pour intéresser davantage les capitaines d'industrie, les grands sponsors, certaines sociétés nationales, pour les pousser à mettre de l'argent dans notre football pour retenir nos meilleurs joueurs à tout le mois. Et ensuite, après, voilà, travailler à réformer notre football pour avoir des clubs de ville. Parce que là aussi, c'est-à-dire qu'Ibrahim, il n'y a pas de secret.
vous investissez de l'argent pour avoir un retour sur investissement. Mais si vous voulez investir un tout petit peu, combien de clubs dans ce pays, il n'y a pas un club qui a son propre stade. Et quand je dis stade, ce n'est pas une tribune, le reste à ciel ouvert. Non, c'est vraiment un vrai stade. Ils sont combien? C'est la billetterie qui amène l'argent. Chez nous, il n'y a pas de droit télé. Bon, mais au moins, si on a la billetterie, si on a peut-être 1 ou 2 sponsors, on peut gérer peut-être 50-60% du budget et payer les salaires. Mais c'est compliqué. Pape Alassane, ces nouvelles destinations sont juste une tendance ou une reconfiguration du marché des transferts dans des pays qui investissent beaucoup dans le football et qui font de cette discipline un soft power pour avoir plus d'influence à travers le monde. Ben justement, c'est sûr, c'est ça, tu vas répondre à la question, il n'y a pas de secret. En fait, déjà, moi, pour commencer, est-ce que dans le championnat sénégalais, le football local, est-ce qu'il est même télévisé? Avant même de parler de l'argent. Mais est-ce que les joueurs là, ils n'ont même pas de visibilité? Ici, au Sénégal, on montre peut-être une fois par journée un match, c'est télévisé. Et encore, là, je suis généreux, mais est-ce qu'on d'abord, on ne devrait pas commencer par donner de la visibilité au championnat local pour ensuite attirer les sponsors et après, ça va être crescendo. En Tanzanie, par exemple, j'ai suivi un reportage où les télévisions, montrent beaucoup de matchs les mais justement, mais il faut donner de l'intérêt. Il faut d'abord que le championnat suscite de l'intérêt pour que même les sponsors puissent suivre derrière, pour qu'ils puissent sponsoriser les équipes et qu'on puisse d'abord gagner un peu d'argent. Ensuite, il y a la billetterie qui va suivre et petit à petit. Mais en fait, déjà, pour moi, la première étape, c'est qu'il y a quel intérêt de jouer dans un championnat où quelques centaines de personnes vont venir te voir le week-end, te voir ensuite, tu n'as pas de visibilité, tu ne pourras même pas avoir l'occasion d'être scouté ou quoi. Ensuite, mais moi, je comprends ces joueurs qui y vont parce que comment on peut être, moi je ne peux pas comprendre qu'on puisse être champion en titre du Tchad et qu'en fait aucun club ne puisse retenir justement normalement ça aurait dû être l'effet inverse quand on est censé être le meilleur championnat, local en tout cas en Afrique, mais c'est de façade en fait, il n'y a pas de suivi derrière, les sponsors ne sont pas attirés par ces clubs-là ont du mal à joindre les deux bouts, à payer les joueurs décemment. Quand je vois qu'un joueur sénégalais quitte le Sénégal pour aller jouer au Soudan, c'est quand même... en général, c'est de très bons joueurs. Oui, de très bons joueurs, justement. Il y a Khadim Ndiaye, Pape Abdoundiaye, que vous connaissez bien, qui était au Réa, qui avait fait une très bonne campagne avec le Giraffe en Coupe de la Confédération, et qui se retrouve au Soudan, alors que le Soudan ne doit même pas regarder dans les yeux le Sénégal quand on parle de football. C'est une grosse anomalie. Donc, on a un double champion d'Afrique qui joue au Congo, par exemple. Ouais, mais ça c'était avant. Alioune Badara Fati qui est champion d'Afrique avec l'équipe locale, champion d'Afrique qui joue normalement, c'est le Sénégal qui aurait dû attirer, parce qu'en plus, le Sénégal aime le football. Mais on ne peut pas attirer parce qu'on ne met pas les moyens financiers. Mais c'est ce que je dis, c'est le nerf de la guerre. Au début des années 2000, là, j'y ai attiré des Burkinabés, des Maliens. Pour trouver une solution parce qu'ils paient. Mais Ibrahim, si on... Nos clubs ne payent même pas de bons salaires au Sénégalais, à plus forte raison des joueurs étrangers. Si on montrait des matchs du championnat local, ne serait-ce que 2 à 3 matchs par journée, mais les sponsors allaient quand même... Il y aurait plus de visibilité. Mais après, tu sais, quand c'est un match où tu as des joueurs qui sont au sol pendant 20 minutes, pour un petit tac, ça ne joue pas, le ballon qui fait... Voilà, on dégage, un truc... mais tout de même, c'est vrai qu'il y a un niveau il y a du potentiel dans ce championnat. Il y a de la qualité. Il y a des joueurs à faire découvrir. Et il y a la question de la violence aussi. C'est des questions qu'on doit régler si on veut avoir un championnat attractif. C'est ça? Bon? Oui, je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Il faut que la violence soit également, on va dire, combattue dans les stades. C'est le point final de ce club de sport. Merci à vous, Pape Alassane Ndiaye. Merci à Arouna Deme. Merci à El Hadj Thierno Dramé. Merci à toute l'équipe technique. Omar Ndiaye était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est vendredi à 17h pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. C'est en direct et en exclusivité sur la RTS jusqu'au 11 août. Merci à tous. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale.